Prédire la maladie d'Alzheimer bien avant que survienne la démence, c'est le combat de l'orateur que nous avons maintenant écouté. La détection des dépôts de protéines tau et d'amyloïdes dans le cerveau grâce à la tomographie par émission de position a permis d'anticiper le diagnostic de 6 années, une avancée malheureusement à laquelle échappent 20% des patients. De nouvelles méthodes d'évaluation de pertes cognitives subtiles sont en cours de développement. Monsieur le Président, c'est ce que va nous expliquer le professeur Bernard Ancet. Bernard Ancet, de l'Université catholique de Louvain et travaille avec l'Université de Saint-Luc. Il a conduit des recherches sur la maladie d'Alzheimer à son début. Il est donc médecin, PhD, neurologue. Il a fait un travail de recherche postdoctorale dans le laboratoire de Fraser Sperling et Keith Johnson à Harvard de 2014 à 2017. Il dirige la clinique de la mémoire à Saint-Luc. Il est président de la Société belge de neurologie ici depuis 2024 et il tient une position d'instructeur au Centre Gordon d'imagerie médicale à Harvard. Il fait des recherches soutenues par le FNRS, la Fondation belge pour la maladie d'Alzheimer, et il s'appuie donc sur les pathologies de l'amyloïde et de la protéine tau. Voilà, on va nous parler de la maladie d'Alzheimer et de son dépistage précoce. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis qui nous suivez en ligne, je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un problème facile. Oui, parce qu'à côté de la conscience, ce dont je vais vous parler va peut-être vous apparaître pas si difficile que cela. Pourtant, malgré que ce ne soit pas un problème si difficile, les gens en ont peur de cette maladie d'Alzheimer. Alors, si on me demande à moi si j'en ai peur, eh bien, je réponds fréquemment que non, je n'ai pas peur d'Alois Alzheimer, que vous voyez sur la photo ici. C'était finalement un médecin comme nous, certes académicien, certes allemand, peu avant la Première Guerre mondiale, mais depuis la réconciliation franco-allemande, moi je n'ai pas peur des Allemands. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas peur de la maladie d'Alzheimer? Eh bien parce que la maladie d'Alzheimer, c'est précisément un problème de type facile, c'est-à-dire qu'il y a des causes et des conséquences, qu'on peut chercher ces causes et qu'on peut espérer y remédier. Ce qui me ferait peur, c'est le seul mot de ma présentation en commun avec la présentation précédente. Vous avez peut-être aperçu le mot démence. La démence est effectivement un problème difficile. Pourquoi c'est un problème difficile? Parce qu'il est multifactoriel, il a beaucoup de causes, et il va atteindre certains de nos contenus de conscience, sans altérer la vigilance. Ça en rend un problème difficile, il ne va jamais altérer tous nos niveaux de conscience, tous les contenus de conscience. C'est quoi la démence? L'étymologie du mot, c'est le fait d'avoir perdu l'esprit. La définition scientifique aujourd'hui, c'est l'incapacité de vivre de manière autonome, suite à des pertes cognitives majeures. Dans la population générale, le mot maladie d'Alzheimer est parfois devenu synonyme de démence. Et c'est pour cela qu'il fait peur. Parce que nous avons peur de finir nos jours déments. Nous avons peur de perdre ce qui fait que nous sommes nous. Nous avons peur de perdre notre conscience. Alors moi, sur le plan clinique, j'ai un intérêt ou une affection même toute particulière pour ces patients qui développent une démence précocement. Il y a une limite d'âge un petit peu arbitraire, fixée à 65 ans. Dans les cercles privés, on discute si on devrait la majorer à 67. Elle provient bien sûr de notre activité professionnelle qui s'arrêtait à 65 ans. Néanmoins, la réalité de ces patients n'est pas la même que celle des patients très âgés. Il y a 1% de la population belge dans le monde occidental qui est démente à 65 ans. À 90 ans, c'est 30%, et c'est pour cela que ça nous fait peur. À l'espérance de vie actuelle, c'est environ 25% d'entre nous qui est dément lors de son décès. Ça en fait un problème de santé publique. Alors,
La raison de cette confusion entre maladie d'Alzheimer et démence, c'est que la maladie d'Alzheimer est effectivement la première cause de démence dans la population. Environ 2 personnes sur 3 qui développent une démence présentent de la pathologie d'Alzheimer. Mais environ un tiers des démences sont dues à d'autres maladies neurodégénératives ou à des troubles cérébrovasculaires. Moi qui ai une formation scientifique à la base, la médecine, il me semble important de comprendre les causes d'une situation pour essayer d'en éviter les conséquences. La démence, ce problème difficile, est une conséquence. La maladie d'Alzheimer est une cause. Une cause qui donc, par définition, survient en amont, avant la conséquence, ce qui donne une fenêtre, une période de temps opportune pour intervenir et modifier la cause, afin d'éviter la conséquence. C'est ce qu'on va appeler en médecine le diagnostic pathologique. Et c'est ce qui a fait la renommée d'Alois Alzheimer. Alois Alzheimer a construit sa carrière sur une invention qui avait été faite par des physiciens 40 ans auparavant, le microscope optique. Vous la connaissez toutes. Grâce au microscope optique, il a pu observer le cerveau de Madame Auguste, que vous voyez ici, qui, il ne le savait pas, mais souffrait d'une mutation génétique dans un gène qui est important pour le métabolisme d'une protéine cérébrale, la protéine amyloïde. Lorsqu'il fait son autopsie, la patiente vient de décéder, elle a 56 ans, il trouve cela particulièrement jeune, il l'avait rencontrée lorsqu'elle en avait 52. Selon les termes mêmes d'Alois Alzheimer, elle souffre de démence pré-sénile. Pourquoi pré-sénile? Parce qu'avant d'être vieux. Sénile ne veut jamais dire qu'avant son âge. Nos sénateurs ont un âge respectable. C'est la même étymologie. Il décrit 2 lésions. Les plaques qu'il appelle séniles, il ne sait pas encore qu'il y a de la protéine amyloïde dedans, qui était une lésion connue pour lui et fréquente dans des autopsies cérébrales de patients plus âgés. Et d'autre part, il est le premier à décrire la dégénérescence neurofibrillaire, appelée Tangle en anglais, et qui contient la protéine tau. Ce sont encore ces 2 lésions qui conjointement définissent la maladie d'Alzheimer aujourd'hui et qui vont être la définition tout au long du XXe siècle. Alors, ce qui fait la spécificité de la médecine au XXe siècle, c'est qu'en fait on a accès à ce diagnostic pathologique, mais uniquement après l'autopsie, lorsqu'on a un microscope pour pouvoir observer le cerveau de quelqu'un qui est décédé. La biopsie cérébrale est une technique qui médicalement est possible, qui se fait lors de tumeurs cérébrales, mais qui est jugée trop invasive pour des patients qui ont des troubles cognitifs qui, au début de la maladie, sont encore légers. Et donc, sur ces données collectées au XXe siècle, on va observer la prévalence, donc la fréquence dans la population, de plaques séniles, de plaques amyloïdes, chez les patients qui sont décédés sans avoir de troubles cognitifs. Et vous voyez qu'à l'âge de 70 ans, eh bien, on a environ un quart de la population âgée qui présente des plaques amyloïdes, sans troubles cognitifs. Alors en fait, on me dira, oui, mais si ça ne donne pas de troubles cognitifs, pourquoi se préoccuper de cette pathologie amyloïde? Tant que ma cognition reste intacte, je me porte bien. Un des motifs d'inquiétude, c'est que quand on regarde la prévalence de la démence maintenant dans la population générale, on observe une courbe singulièrement parallèle, décalée d'une quinzaine d'années. Et on revient à mon chiffre qu'environ un quart d'entre nous mourra dément si la science n'avance pas d'ici là. Il est tentant de penser que ces patients sur la courbe verte sont les futurs patients de la courbe rouge, une quinzaine d'années plus tard. Ce n'est pas le cas dans cette publication. Pourquoi? Parce que ceux de la courbe verte sont décédés. On n'a jamais eu de suivi de patients décédés. Ce qui a changé au cours de la dernière quinzaine d'années, c'est l'avènement de biomarqueurs, de techniques pour pouvoir mesurer la pathologie d'Alzheimer chez des patients vivants. Et vous voyez ici la prévalence de PET scanners amyloïdes positifs, donc on voit des plaques amyloïdes, chez des patients cognitivement normaux, qui n'ont pas de symptômes et qui sont venus pour une étude de recherche. Et on retrouve des prévalences tout à fait similaires à ce que l'on observe à l'autopsie. La technique fonctionne très bien pour dépister ces plaques amyloïdes. Et donc, on observe que chez des volontaires de 70 ans, environ 1 sur 4 présentent des plaques amyloïdes alors qu'il va bien. Est-ce que c'est important? Alors, oui, scientifiquement, on va observer que la présence de plaques amyloïdes prédispose au déclin cognitif.
Ce que vous voyez sur la partie gauche du graphique, ce sont des sujets qui, à l'inclusion, avaient plus de 65 ans. Et c'est là le critère qui a été utilisé pour les recruter parce que leur mémoire est normale. Ils ont fait ce qu'on appelle un examen neuropsychologique qui est dans les normes. Et on va donc les classifier selon le résultat de leur PET scanner amyloïde et on constate que 5 ans plus tard, en moyenne, le groupe qui avait des plaques amyloïdes voit sa cognition baisser légèrement. C'est significatif grâce au fait qu'on ait inclus des centaines de participants. Cliniquement, sur mon échelle du MMSE, c'est-à-dire de savoir la date du jour, l'endroit où on se trouve, si vous ne savez pas la commune dans laquelle se trouvent les cliniques universitaires Saint-Luc, vous n'êtes vraisemblablement pas dément pour autant. Si vous m'aviez répondu que nous étions le 16 février au lieu du 15, eh bien vous perdez un point de plus et vous arrivez en moyenne à 28 sur 30. 5 ans n'est pas suffisant pour observer un déclin cognitif significatif chez les patients qui ont une mémoire normale en présence d'une amyloïdose. En revanche, si on prend maintenant des patients qui ont des troubles cognitifs légers, ce sont des patients qui ne sont pas déments, ce sont des patients qui sont autonomes dans la vie de tous les jours, mais ils oublient plus que ce qu'ils ne devraient. On en a tous connu, oui, papy ou mamie, on sait qu'ils oublient les informations récentes. Mais enfin, ça va toujours. Hein. A priori, ce n'est pas Alzheimer. Oui, ce n'est pas une démence. Quand on fait une imagerie amyloïde, on constate que la moitié d'entre eux ont des plaques amyloïdes. Et cette moitié, en moyenne, 5 ans plus tard, a évolué vers une démence. Ça nous a conduit en 2011 à revoir les critères de diagnostic clinique de la maladie d'Alzheimer. Les critères antérieurs définissaient la maladie d'Alzheimer comme une démence. Du point de vue clinique, chez un patient vivant, en l'absence de biomarqueurs, on devait attendre que le patient soit dément pour poser le diagnostic, et une fois sur 3, on se trompait. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des troubles cognitifs qui sont légers, si on voit une pathologie d'Alzheimer, on va parler de maladie d'Alzheimer prodromale, les prodromes étant les premiers symptômes de la maladie. Alors, dans notre champ, il y a une grande opposition de longue date entre ceux qui s'intéressent à ces plaques amyloïdes et à la pathologie d'eau. D'où vient cette grande distinction? Eh bien, d'une part, parce que les mutations qui donnent des maladies d'Alzheimer héréditaires, généralement autour de la cinquantaine, qui sont extrêmement rares, affectent tous le métabolisme de l'amyloïde. Maintenant, à l'autopsie, lorsqu'on regarde les lésions de la protéine tau, les tangles, les dégénérescences neurofibrillaires, expliquent beaucoup mieux l'état cognitif de la personne juste avant son décès. C'est contenu de conscience. Nous avons donc des gens qui ont des amyloïdoses étendues, mais qui ont une cognition normale, alors qu'il n'y a personne qui a une tauopathie étendue avec une cognition normale. Vous voyez ici l'exemple d'un des premiers patients qui a été imagé pour les dépôts de protéines tau aux cliniques universitaires Saint-Luc. Vous voyez son métabolisme du glucose, donc sur cette image-ci, le rouge est positif, le cerveau consomme beaucoup de glucose, il travaille, et vous voyez qu'on a des régions entières du lobe temporal et du lobe pariétal qui ne travaillent plus bien, qui en fait s'expliquent par ces dépôts de protéines tau. Alors qu'en revanche, chez ce même individu, vous voyez plein de plaques amyloïdes dans le lobe frontal qui n'affectent absolument pas le fonctionnement de ce lobe frontal. Lorsque je vous présentais antérieurement des études de population, on voit qu'au niveau de la population, on a des gens qui ont des plaques amyloïdes qui vont bien. Au sein même d'un individu, c'est la présence de cette tauopathie qui va expliquer les symptômes. Ça m'a conduit à faire une petite comparaison avec un jeu que j'aimais bien quand j'étais enfant, qui était le Cluedo, où on cherche le coupable. C'est pas si difficile. Sauf qu'au lieu d'en avoir un coupable, on en a deux. On a le tueur, ce sont les dépôts de protéines tau, ces agrégats, qu'on va retrouver sur la scène du crime, c'est-à-dire dans la région cérébrale, qui dysfonctionne, qui va donc nous donner les symptômes que ce patient va expérimenter. On a tous connu des patients avec des maladies d'Alzheimer qui ne reconnaissaient plus leurs proches. Mais certains peuvent très longtemps reconnaître leurs proches. D'autres vont tendance à davantage oublier ce qui s'est passé. Certains vont avoir des troubles du comportement, s'ils ont des lésions frontales. D'autres n'en auront pas, s'ils n'en ont pas. En revanche, on a un deuxième coupable, la pathologie amyloïde, qui est, dans ma comparaison, le commanditaire. Le commanditaire peut survenir des années avant le crime. Et il n'a pas besoin d'être sur la scène du crime.
On le retrouve dans d'autres régions cérébrales et il survient bien avant que les symptômes ne surviennent. Dans notre vocabulaire médical, le commanditaire, c'est un facteur de risque. Ce n'est pas la cause ultime de la maladie. C'est fréquent dans la population et c'est associé à des autres cliniques. Maintenant, si nous essayons d'éradiquer tous les potentiels commanditaires, tous les facteurs de risque, nous devons traiter énormément de gens, alors que tous ne développeraient peut-être pas une symptomatologie. Je reste dans ma comparaison, ça revient à mettre en prison tous les hommes qui, un jour, ont voulu tuer leur belle-mère. Tous ne seraient sans doute pas passés à l'acte. Cela revient à vouloir traiter la population entière avec des discussions similaires qu'on va retrouver pour l'hypercholestérolémie dans la pathologie cardiovasculaire. En revanche, la théopathie colle avec les symptômes. Et l'imagerie cérébrale ici a un avantage énorme, c'est qu'elle décrit les régions cérébrales qui sont touchées, et donc les fonctions cognitives que les patients vont expérimenter. Vous voyez ici 4 images de pectoraux de patients différents, avec des extensions de la pathologie différentes, qui suivent, pour la plupart des patients, un schéma stéréotypé. La pathologie va commencer dans les régions temporales mésiales, importantes pour l'encodage des nouveaux souvenirs. D'où le fait de ne plus se souvenir des événements récents est un des symptômes inquiétants au début de pathologie. On va avoir une extension progressive à l'ensemble du lobe temporal, avec une difficulté à retrouver ses mots, avec une difficulté à s'orienter dans l'espace, et puis en fait seulement dans les stades les plus tardifs va-t-on voir une implication du lobe frontal, une implication du lobe occipital, avec donc des troubles comportementaux, avec des troubles visio-spatiaux. Alors, l'imagerie tau aujourd'hui est un excellent outil pour faire un diagnostic différentiel. Ce que vous voyez sur l'axe des abscisses ici, c'est toutes les maladies neurodégénératives différentes. Ce que vous voyez sur l'axe des ordonnées, c'est le signal que l'on observe dans le lobe temporal en imagerie tau. Vous retrouvez 2 catégories de patients qui ont des signaux très positifs, la maladie d'Alzheimer prodromale, la maladie d'Alzheimer au stade de démence. On retrouve aussi la maladie à corps de Lewy pour environ la moitié des patients. On sait des études pathologiques que les malades à corps de Lewy, dans la moitié des cas, ont une copathologie Alzheimer. L'imagerie tau a également un énorme pouvoir de prédire quel patient va développer des troubles cognitifs dans le futur. Le graphique que vous voyez ici concerne de nouveau des personnes cliniquement normales de plus de 65 ans, que l'on a suivies jusqu'à 72 mois, donc 6 ans. La courbe rouge est une population de référence qui a un bêta-amyloïde qui est négatif, qui n'a pas de lésion tau non plus. La courbe bleu ciel fait partie de ces participants donc, qui ont de la pathologie amyloïde, mais qui ont un PET scanner à la protéine tau qui reste normal. Il n'y a pas de tauopathie agrégée. 6 ans plus tard, seuls environ 10-15% d'entre eux ont développé des troubles cognitifs. La majorité reste cliniquement normale 5 ou 6 ans plus tard. En revanche, les groupes qui ont de la tauopathie agrégée, 6 ans plus tard, la moitié d'entre eux ont développé des troubles cognitifs. Nous avons ici, lorsqu'il y a de la tauopathie, lorsqu'il y a de la pathologie tau, un diagnostic avant la survenue des symptômes. Et c'est ce qui a été acté très récemment en définissant la maladie d'Alzheimer pré-symptomatique qui se définit comme une amyloïdose cérébrale et une tauopathie néocorticale en l'absence de symptômes. On va pouvoir définir dans cette catégorie aussi des patients qui ont des mutations génétiques ou les personnes qui sont affectées par le syndrome de Down, qui, ayant 3 chromosomes 21, vont développer plus d'amyloïdes. Alors, l'imagerie tau, c'est un outil magnifique que j'ai acquis pendant mes années postdoctorales à Boston, mais qui, malheureusement, ne s'applique pas à la population générale. Si on prend des gens de plus de 65 ans, en dehors des études, on ne peut pas tous leur proposer de venir faire une imagerie tau dans un hôpital universitaire où nous avons 2 machines. Au cours des dernières années, énormément de travaux ont été faits pour avoir accès à des outils par prise de sang. Vous voyez ici l'aboutissement de ces travaux avec des courbes ROC qui nous montrent donc la sensibilité et la spécificité qui aujourd'hui, pour un marqueur bien particulier, celui de la protéine tau phosphorylée sur l'acide aminé 217, donne des résultats excellents. Pourquoi est-ce qu'en fait ce marqueur est excellent? Parce qu'en fait cette protéine n'est pas phosphorylée chez les individus normaux. Et dès l'apparition des plaques amyloïdes, avant même que la pathologie tau ne s'agrège, on voit que ce site est phosphorylé sur la protéine. Et donc on se retrouve avec un marqueur sanguin
qui correspond essentiellement à un marqueur que je vais qualifier d'amyloïdose. C'est-à-dire que sur le graphique que vous voyez ici, vous voyez 150 patients qui ont été testés aux cliniques universitaires Saint-Luc, et en fait, les étoiles correspondent à ces patients qui ont une amyloïdose cérébrale, mais pas de tauopathie, à des gens qui sont encore cliniquement normaux et qui ne sont pas trop à risque d'évolution. Et vous voyez que certaines de ces étoiles vont avoir des scores positifs, c'est ici pour ceux qui sont en ligne, les petites étoiles, à ce test sanguin. Néanmoins, tous les patients qui ont une tauopathie étendue sont positifs. Tous les patients qui n'ont pas d'amyloïdose sont négatifs, à l'exception de patients qui ont d'autres maladies neurodégénératives, des traumatismes cérébraux fréquents ou l'insuffisance rénale, qui devient ici quelque chose pour nous d'important. On est dans le sang, on n'est plus dans le système nerveux central, et donc le marqueur peut devenir faussement positif en cas d'insuffisance rénale. Ce marqueur sanguin augmente avec la maladie, augmente avec l'état cognitif du patient ou avec les dépôts de protéines tau, comme on les observe nous au PET scanner. Et depuis le mois dernier, cette analyse est proposée dans le laboratoire du réseau HUNI chez les patients qui ont plus de 50 ans, qui ont un examen neuropsychologique anormal, donc qui ont déjà des troubles cognitifs légers, ou simplement un MMSE qui est en dessous de 24 sur 30, donc qui confirme clairement des troubles cognitifs. Est-ce que c'est important de faire du diagnostic précoce et du dépistage si nous n'avons rien à proposer? Qu'en est-il des traitements? Alors ça, c'est une étude il y a maintenant bientôt 10 ans, mais qui a vraiment révolutionné le champ, parce que c'est la première fois qu'on montre que des anticorps dirigés contre les plaques amyloïdes sont capables d'enlever les plaques amyloïdes. C'est une vraie étude de phase 2 où on teste l'efficacité biologique, ce qui précédemment ne se faisait pas, car on n'avait pas d'outils pour voir la pathologie chez les humains vivants. Cet anticorps en particulier n'est plus utilisé même aux États-Unis parce qu'il n'a jamais réellement démontré son efficacité clinique. Une chose est de dire qu'on peut enlever les plaques amyloïdes, mais si les plaques amyloïdes ne donnent pas directement de troubles cognitifs, à quoi cela sert-il? Un nouvel anticorps montre des résultats similaires sous forme de graphique ici plutôt que d'image. Vous voyez que le lecanemab permet d'enlever ces plaques amyloïdes de manière drastique par rapport au placebo. Qu'a-t-il démontré sur le plan clinique? Eh bien, il a une efficacité clinique modérée chez des patients avec des troubles cognitifs légers ou des états de démence très légers. En moyenne, sur 18 mois, on gagne environ 30%, c'est-à-dire environ 6 mois sur 18 mois. J'ai pu voir les études de prolongation, d'extension de cet essai clinique jusqu'à 3 ans. Il semble que les effets se prolongent et qu'on gagne toujours environ 30%, même au bout de 3 ans, donc ça devient plutôt un gain de 1 an sur 3. Il y a des données complémentaires qui ont été publiées depuis lors qui montrent qu'on a un effet sur les marqueurs sanguins comme le P217 ou sur le PET scanner de la protéine tau, donc on va ralentir les dépôts de protéines tau sans enlever ceux qui sont déjà présents. Un autre anticorps a été testé assez similaire avec de l'imagerie tau chez tous les patients et a pu montrer que ceux qui avaient le moins de pathologie tau à l'inclusion bénéficiaient davantage du traitement, ce qui fait du sens dans la cascade physiopathologique. Et ils ont pu montrer qu'en fait, dans ces patients qui ont une pathologie amyloïde et pas trop de pathologie tau au départ, on a un ralentissement clinique d'environ 50%. La difficulté, c'est qu'environ 2% des patients vont faire des effets secondaires sérieux. C'est-à-dire que ces médicaments agissent en enlevant les plaques amyloïdes par les vaisseaux sanguins. Ils peuvent créer de l'inflammation, peuvent créer des micro-hémorragies, ou rarement des macro-hémorragies cérébrales, pas anodins. En particulier dans un groupe génétique plus à risque, ceux qui sont homozygotes pour la polyprotéine E4, un facteur de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ça a conduit à de nombreux débats au sein de l'Agence européenne des médicaments pour finalement approuver le traitement le 14 novembre 2024 pour la maladie d'Alzheimer prodromale et la démence légère avec des MMSE au-dessus de 22 sur 30 chez les patients qui ne sont pas homozygotes de 4. Ça représente environ 5 à 10% de nos patients. Et donc, dans le groupe pour lequel le traitement a été approuvé, on passe en dessous du pourcent d'effets secondaires graves. On est d'environ à 9 patients sur 1000 qui font des effets secondaires graves, ce qui a été jugé acceptable.
En conclusion, les biomarqueurs aujourd'hui sanguins ou dans le liquide céphalorachidien par PET scanner permettent de poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer prodromale, avant la démence, lorsqu'on a donc uniquement des troubles cognitifs légers. Ça, c'est notre pratique clinique d'aujourd'hui. On a environ un quart de la population âgée de plus de 65 ans qui présente une pathologie amyloïde ou une pathologie d'eau soluble dans la prise de sang. Le risque de développer une démence est accru, mais à long terme, plus que 5 ans après. Et donc, en fait, l'âge des participants qu'on teste devient particulièrement important. Et aujourd'hui, il n'est pas recommandé en clinique de tester des participants qui n'ont pas de troubles cognitifs avec ces biomarqueurs en dehors d'un contexte de recherche. En l'absence de symptômes, il n'y a que la tauopathie néocorticale, ce qui nécessite un PET scanner de cette protéine tau, des dépôts de protéines tau, qui permettent de prédire la survenue de troubles cognitifs à moyen terme. On parle maintenant alors de 5 à 10% de la population âgée et plus de 20 ou 25% de la population âgée. Ça correspond beaucoup plus à ce que l'on voit à 70-75 ans, on a 5 ou 10% de la population qui est démente. Mais c'est le seul examen qui nous permet aujourd'hui de poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer présymptomatique, si ce n'est les cas prédisposés familialement avec des mutations héréditaires, mais qui, comme je l'ai dit, sont des raretés. La combinaison maintenant d'analyse plasmatique et du PET-tau permet d'envisager de tester des traitements préventifs. Et ici, au printemps 2025, va commencer le premier essai clinique chez des participants cliniquement normaux de plus de 60 ans, qui vont venir au Clinique Saint-Luc et dans toute une série d'hôpitaux en Belgique et dans le monde pour faire une prise de sang. Si leur prise de sang est pathologique, ils vont être invités à venir faire un PET-tau. Si le PET-tau est normal, on va les rassurer. On va les rassurer pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas à risque ou à faible risque de faire des troubles cognitifs dans les 5 ans qui viennent. Il y a quand même un facteur d'inquiétude, oui, mais il est à long terme. Ça permet de privilégier une attitude attentiste. On suit, on voit, et si l'examen devient positif plus tard, ils seront éligibles plus tard. Si on espère ainsi identifier des participants cliniquement normaux avec de la tauopathie néocorticale, c'est 5 à 10% de personnes qui sont à risque dans les 5 ans qui viennent et chez qui on essayera des immunothérapies anti-tau pour essayer de démontrer qu'on ralentit, qu'on diminue la probabilité de développer des troubles cognitifs lorsqu'on n'en a pas encore et qu'on se trouve dans une situation à risque à court ou moyen terme. Comme je l'ai dit, hors recherche, un dépistage plasmatique généralisé ne doit pas être proposé, car il ne sera pas suivi d'options thérapeutiques et on n'aura pas un accès suffisamment large à l'image du tau pour le faire hors recherche clinique. Et il y a des recherches qui sont en cours, entre autres dans nos cliniques, sur des marqueurs sanguins de tauopathie agrégée, c'est-à-dire pour essayer d'identifier ces participants cliniquement normaux qui sont à risque à court ou moyen terme et pas simplement un risque à long terme. Quelque chose qui mimerait davantage l'image du tau comme marqueur sanguin. Avec un objectif final de pouvoir dire, à la fin d'une carrière bien remplie, d'arriver dans cet état mental que l'âge, c'est relatif. Et avec ça, je vous remercie pour votre écoute, je remercie toute mon équipe de recherche, ainsi que le soutien à la Fondation Stop Alzheimer, la Fondation Saint-Luc, la Fondation Louvain, le FNRS et bien sûr les régions wallonnes et bruxelloises qui, par différents programmes, permettent à toutes ces recherches d'être ici et je répondrai volontiers à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans l'auditoire? Merci Bernard pour ce bel état des lieux que tu as fait là. Et pour démarrer, tu as donné une définition de la démence qui tient compte de troubles cognitifs et pas de conscience. Dans un de ses graphiques, Axel nous a donné un tableau avec la démence qui a une vigilance normale et des altérations de conscience. Alors, tu as travaillé sur le domaine et pour le moment, quelle est quelque part, je dirais, ta position, je dirais, et comment te positionnes-tu vis-à-vis de tes patients? Merci pour la question. J'ai évidemment repéré ce graphique et j'ai bien aimé l'expression que j'ai apprise ce matin de contenu de conscience. C'est-à-dire que la démence va altérer certains des contenus de conscience.
Quand on a des patients qui progressent vers des démences modérées ou sévères, il y a des pans entiers d'activités qu'ils avaient préalablement qu'ils ne sont plus capables d'avoir. Elles ne touchent pas la vigilance, l'interrupteur général, et elles ne touchent pas tous les contenus de conscience. Où il faudrait des démences extrêmement sévères pour que tous les contenus de conscience soient altérés. Et donc des patients qui ont des démences légères, modérées, ou même sévères et pas terminales, vont avoir des pans de leur conscience, de leur activité mentale qui n'est plus possible, et certaines autres activités qui sont possibles. Ça correspond d'ailleurs à nos échelles fonctionnelles, nous spécialistes de la maladie d'Alzheimer ou de la démence, pour dire, tiens, quelles sont les activités qui sont encore possibles. Vous pouvez avoir une personne qui n'est plus capable de faire ses courses dans les magasins habituels, qui n'est plus capable de se préparer à manger, alors qu'il a fait à manger toute sa vie, mais qui est toujours capable d'utiliser son couteau et sa fourchette pour manger quand le repas est prêt. D'autres ne sont plus capables de cette activité-là. Et donc, en fait, on va vraiment avoir toute la panoplie de nos fonctions qui disparaissent progressivement. Néanmoins, dans les états de troubles cognitifs légers, la fonction est préservée. Si ce n'est les fonctions les plus complexes, un patient qui a des troubles cognitifs légers pourrait le plus savoir faire quelque chose dont il était spécialiste, mais que son conjoint a toujours été incapable de faire. Et donc, l'altération fonctionnelle est beaucoup plus subtile. C'est une altération uniquement cognitive. Merci pour ce très bel exposé. Je voulais vous demander ce qu'il en est du développement des thérapies anti-tau que vous avez très brièvement évoquées. Oui, donc toutes les thérapies anti-tau sont pour l'instant en phase 2 ou dans des étapes de développement antérieurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore d'évidence certaine qu'on ait des médicaments qui sont efficaces sur la biologie. Alors, pour être encore un peu plus complet, sur base de phase 1 et résultats préliminaires en phase 2, on a des très bons candidats. Il y a des molécules qui semblent être efficaces pour réduire les agrégats protéinaux. En particulier, une molécule que nous testons au Clinique Saint-Luc est un oligonucléotide antisens, donc bloque la traduction de la protéine, et donc en fait empêche de nouvelles protéines d'être synthétisées, et donc de nouvelles lésions d'être faites, voire même permet de réduire la taille des agrégats sur le PET. La grande difficulté des oligonucléotides antisens, c'est qu'ils ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, et donc on est avec des injections intratécales, c'est lourd, on n'a pas beaucoup de patients dans les cliniques. Il y a des immunothérapies, les immunothérapies pour l'instant sont moins convaincantes, même si on en teste beaucoup. Une des difficultés des immunothérapies, c'est qu'en fait, la pathologie tau au départ est intracellulaire, les anticorps pénètrent difficilement dans la cellule. Alors, le mécanisme d'action compris, c'est qu'en fait, la pathologie, pour passer d'une cellule à l'autre, pour s'étendre, elle doit passer à un moment donné ou à un autre par la fente synaptique, où les anticorps pourraient intervenir et empêcher cette transmission. Certains chercheurs pensent que la transmission se fait de manière intravésiculaire et que donc l'immunothérapie anti-tau est vouée à l'échec. Parce qu'en fait, si on passe d'une cellule à l'autre dans une vésicule, l'anticorps ne le reconnaîtra même pas au niveau du passage de la fente synaptique. Mais donc on est clairement avec des molécules qui ont moins démontré leur efficacité biologique que les immunothérapies anti-amyloïdes où on n'a aucun doute sur l'efficacité biologique. Est-ce qu'on est capable de retirer les plaques amyloïdes? Oui, on est capable de retirer les plaques amyloïdes. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai une question un peu vague à propos d'un article que j'ai lu dans le soir, il me semble, la semaine passée, qui parlait justement d'Alzheimer et qui disait qu'il y avait un problème de métabolisme du glucose et qu'il y aurait des nouvelles thérapies basées sur justement ce problème du glucose. Vous voyez de quoi je parle? Je n'ai pas lu l'article du soir, mais par contre, je vois très bien ce que c'est que le métabolisme glucidique cérébral. Donc, oui, les neurones ne se nourrissent que de glucose. C'est comme ça que je vais vous présenter une imagerie de PET-FDG, donc fluorodéoxyglucose, qui nous permet d'imager la fonction cérébrale. Donc, il y a déjà une certitude, c'est que la pathologie tau affecte la capacité de nos neurones à consommer ce glucose. Maintenant, c'est un peu une question de quelle est la poule et quel est l'œuf. Certains envisagent qu'à l'origine de tout le problème et de ce métabolisme donc protéique que je décris ici, on a des altérations dans la captation du glucose des neurones. Il y a des études qui sont faites en particulier chez les patients diabétiques. C'est difficile parce qu'en fait la plupart des études qu'on a de santé publique s'intéressent aux troubles cognitifs ou à la démence et pas à l'amyloïdose et à la tauopathie.
Et évidemment, le diabète joue sur notre santé vasculaire, qui est la deuxième cause de troubles cognitifs dans la population âgée. Donc, qu'il y ait des liens entre diabète et troubles cognitifs, c'est une certitude. Est-ce que ces liens, si on prend par exemple les diabétiques de type 1, qui le sont depuis très jeunes, influencent sur la prévalence de l'amyloïdose et de la taupathie? C'est pas clair. Vous avez fait allusion au génotype E4 dans les pathologies de démence. Vous savez que la relation entre démence et œstrogène est une vraie bouteille à encre, sauf dans ce génotype particulier, où de grandes études épidémiologiques sur 500 000 patients ont démontré que le génotype E4, dans le génotype E4, on prévient 80% des démences chez les patients qui reçoivent des œstrogènes. Alors, est-ce que ça s'est associé à une taupathie ou pas? Excellente question, merci. Donc, je rentre dans un grand sujet qui est l'effet du sexe dans la maladie d'Alzheimer. Alors donc, oui, les femmes souffrent plus d'une maladie d'Alzheimer que les hommes. Une bonne partie de l'effet s'explique par l'effet d'âge. Elles vivent plus âgées que ce que nous vivons, et donc en fait on retrouve plus de pathologies d'Alzheimer. Au-delà de cela, si on prend des sexagénaires, ou jusqu'à 75 ans, où il y a encore peu de différentiel dans la population, on va retrouver de nouveau un différentiel en faveur des femmes, beaucoup plus discret celui-là. On va tourner autour de 53 à 55% de femmes pour 45 à 47% d'hommes. On a pu identifier que donc, ce gène qui est la polyprotéine E4 prédispose à la maladie d'Alzheimer. Chez les hommes, comme chez les femmes, mais davantage chez les femmes. Le déséquilibre provient des personnes qui sont à risque et pas des personnes qui ne le sont pas. Alors, ça ouvre un énorme champ de recherche sur, évidemment, les thérapies hormonales de substitution. Parce qu'en fait, s'il y a un impact du sexe, c'est peut-être un impact hormonal, et là-dessus, c'est sûr qu'on a des traitements. Il n'y a pas encore beaucoup d'études. Il y en a une à laquelle nous avons participé, qui tente à montrer que la difficulté n'est pas tant de traiter ou ne pas traiter, mais que ce sont les variations hormonales qui créent la différence. Donc en fait, qu'on va avoir plus de cas de maladie d'Alzheimer chez les patientes à ménopause précoce, qui ont été substituées après qu'elles aient été ménopausées, et qui ont donc cette chute hormonale, quelques années sans hormones, et puis démarrage du traitement hormonal de substitution. Plus que dans des patients qui sont sans traitement hormonal de substitution, ou ceux qui ont eu un traitement hormonal de substitution en continu. Maintenant, ça reste des études qui sont très préliminaires. Le mécanisme impliqué n'est pas sur l'amyloïdose, le mécanisme impliqué est sur la taupathie lorsqu'il y a une amyloïdose. Et donc en fait, tout ce mécanisme, et c'est pour ça que c'est lié à la polyprotéine 4, la polyprotéine 4 augmente le risque d'avoir une amyloïdose. Et donc en fait, à un moment donné, ça n'est sans doute pas le fait d'être à risque sur lequel ça joue, mais quand on est à risque d'effectivement développer des symptômes. Désolé pour la réponse complexe en une minute. Oui, merci beaucoup Bernard pour ce brillant exposé. Parmi les patients qui bénéficient d'un traitement par immunothérapie, fort probablement que certains reçoivent aussi des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Est-ce que l'on a une idée de savoir s'il y a un effet cumulatif de deux types de traitements? Les données n'ont pas été divulguées, mais donc oui, dans les essais cliniques, il est certain, nous avons inclus des patients, et certains de nos patients sont sous inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Le critère d'exclusion n'est pas le fait d'en prendre, mais le fait d'avoir des changements de dose récents. Donc les firmes demandent à ce que ceux qui soient sous inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, ces traitements symptomatiques qui augmentent l'acétylcholine dans le cerveau, mais le soient à dose stable pendant toute l'étude pour que ça ne devienne pas un... Mais on pourrait tout à fait aller regarder l'efficacité dans le sous-groupe sous-inhibiteur, de l'efficacité dans ceux qui n'en prennent pas. Et ces données, moi je ne les ai trouvées pour l'instant nulle part. Elles existent, on attend qu'elles soient publiées. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je voulais connaître la piste des astrocytes réactifs qui avait été évoquée il y a quelques années dans l'étude pathogénique de la maladie d'Alzheimer. Où en est-on? Est-ce qu'il y a un intérêt à bloquer donc, ces astrocytes réactifs?
Oui, c'est une voie de recherche, toute la neuroinflammation autour des lésions de la maladie d'Alzheimer. C'est aussi un peu une question de la poule et de l'œuf, de dire qu'on trouve des dépôts protéiques et beaucoup de réactions inflammatoires autour de ces dépôts protéiques, aussi bien la pathologie amyloïde que la pathologie tau, et on ne sait pas si la réaction inflammatoire est consécutive aux dépôts protéiques ou s'il y avait une réaction inflammatoire qui engendrait le dépôt protéique. Ma perspective sur cette question, c'est que cette piste est intéressante, que ce soit une cause ou une conséquence. Parce qu'en fait, comme on a des dépôts amyloïdes qui surviennent très en amont, de mon point de vue, on n'a pas besoin d'aller plus en amont que cela. C'est qu'on a déjà là un signe biologique qui apparaît 5 à 15 ans avant les symptômes. La fenêtre de tir d'un essai clinique, c'est 3 à 5 ans. Faire des essais cliniques dans lesquels on a des suivis beaucoup plus longs que 5 ans, c'est pas réaliste, c'est pas pratique. Et donc, à un moment donné, des hypothèses neuroinflammatoires sont à creuser, oui. Alors, c'est complexe parce qu'on met en intracérébral, et donc évidemment, ça n'est que très indirectement lié aux marqueurs inflammatoires qu'on va retrouver au niveau sanguin. Deuxièmement, dans les populations qui ont des pathologies neuro-inflammatoires, ce n'est pas évident qu'on va retrouver une pathologie Alzheimer plus fréquente. C'est des questions difficiles parce que les pathologies neuro-inflammatoires limitent quand même l'espérance de vie ou l'espérance de vie de manière indépendante. Et ça n'est que relativement récemment qu'on a des traitements qui modifient fondamentalement cette espérance de vie en bonne santé. Et donc on n'a pas énormément, pour parler des pathologies les plus fréquentes, on n'a pas énormément de patients qui ont des scléroses en plaques, qui ont plus de 75 ans, et chez qui on a des mesures amyloïdes et tau. Oui, merci Bernard pour ce super exposé très didactique. Super. Je vous demandais simplement, parce que tu as parlé d'hypothèses, avec le commentaire, quelque chose, c'est très imagé. Mais je voudrais quand même te demander, parce qu'il y a peut-être encore un patron mafieux au-dessus, parce que finalement, c'est pas du tout comment l'amyloïde se dépose. Et au moment où on attaque quelque chose, finalement l'amyloïde est un peu downstream, finalement peut-être de quelque chose qui est encore pas compris. Pourquoi est-ce qu'on dépose, qu'on fait plus de dépôts amyloïdes? Il y a des thérapies peut-être envisageables de ce côté-là, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je crois qu'une bonne partie est liée à des facteurs de risque polygénétiques. C'est peut-être plus simple que la conscience, mais c'est compliqué quand même parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a moins des neurones, c'est pour ça que c'est plus simple que la conscience, mais il y en a vraiment beaucoup des facteurs de risque polygénétiques. Ces facteurs jouent peu, mais ces facteurs tous ensemble, de manière cumulée, font qu'on est tous à risque différent. J'avais une slide de backup qui est ici. Le risque, il n'est pas le même chez tout le monde de faire des maladies d'Alzheimer. Néanmoins, tout le monde est à risque avec l'âge. Ces facteurs de risque polygénétiques vont faire qu'une pathologie amyloïde va apparaître chez certaines personnes à 50 ans et chez d'autres à 80. Si la pathologie amyloïde ne fait qu'apparaître à 80 ans, c'est 40% de la population qui a une pathologie amyloïde. Et ce n'est pas un grand problème de santé publique dans l'espérance de vie actuelle, parce que si elle met 15 ans à donner des symptômes, mais en fait, d'un point de vue concret, elle ne donnera jamais de symptômes. Alors, y a-t-il d'autres éléments en amont? Ben oui, ces facteurs de risque polygénétiques agissent sans doute par de multiples voies métaboliques qui vont conduire la cellule, le système à faire des dépôts. Maintenant, là je parle plus à titre personnel dans mes recherches à moi, je trouve qu'il est délicat de s'aventurer là-dedans parce qu'en fait on va être dans des très nombreuses voies métaboliques. On est dans du multifactoriel et donc le nombre d'interventions nécessaires seront très très importants chez énormément de gens qui vont être à risque, avec des délais qui d'un point de vue médical sont très très compliqués à gérer. Si on remonte plus que 10 ou 15 ans en amont dans ces voies métaboliques, mais on ne s'en sortira jamais parce que c'est tout le monde qui est à risque et parce qu'on n'a pas d'outcome clinique qui nous permet à un moment donné de démontrer l'efficacité de nos interventions dans des délais raisonnables. Pourquoi est-ce qu'en fait une bonne partie du champ est occupée à se tourner vers l'agrégation de la protéine tau? Parce que là on constate qu'en fait on développe des symptômes cliniques dans les 5 ans qui suivent et que ça c'est un délai raisonnable pour faire un essai et de dire tiens, est-ce que j'ai réussi à diminuer la probabilité qu'on développe des troubles cognitifs par mon intervention? Si on est en amont de la formation des plaques amyloïdes, oui, des traitements qu'on va mettre dans l'eau du robinet. Faut-il des statines dans l'eau du robinet pour tout le monde? Faut-il des anti-amyloïdes dans l'eau du robinet pour tout le monde? Faut-il de l'Ozempic pour tout le monde dans l'eau du robinet? Peut-être. Mais voilà, on est dans des voies qui sont pliotropiques et qui sont difficiles. Merci. On va peut-être passer à la question sur Internet, Vanessa?
Merci, Monsieur le Président. On a en ligne le professeur Luc Buet, qui est également un chercheur dans le domaine et qui dirige le laboratoire Cognition et Neurosciences à l'Université de Lille. Bonjour, professeur. Bonjour à tous. Bonjour Bernard, toujours un plaisir de t'entendre. Tu nous as présenté une vision un peu simpliste finalement du tueur tôt. Et je me posais la question finalement, tu montres tôt comme étant l'agrégation étant à la base de la mort neuronale. On commence à voir des travaux finalement où l'agrégation serait protecteur. Et je voulais savoir un petit peu, toi qui as à la fois cette vision, on va dire, de l'imageur et du biomarqueur, on sait par exemple que dans la maladie de Pick, il y a des corps de Pick, hein, qui sont ces agrégats de protéines tau un peu de structures différentes, et une perte neuronale massive. Dans la maladie d'Alzheimer, on a évidemment une perte neuronale, mais qui n'est pas aussi massive que dans la maladie de Pick, hein. Un patient avec une maladie de Pick, à son décès, le cerveau fait à peu près 600-800 grammes. Patient Alzheimer, on arrive autour de 1 kg, on va dire, oui, on est autour du kilo. Et donc, ce qui montre bien qu'il y a une différence de mort neuronale, de perte. Donc finalement, ce qu'on voit finalement, c'est ces agrégats de protéines tau, mais est-ce qu'ils représentent vraiment la mort neuronale ou une survie neuronale? Donc ça, c'est ma première question. Et l'autre, finalement, bon, de façon finale, évidemment, l'agrégat de protéines tau va tuer le neurone, mais est-ce que ça n'a pas permis, pendant 15 à 20 ans, d'avoir une survie de ces neurones, contrairement à ce qu'on voit dans cette autre pathologie, cette dégénérescence lobaire frontotemporale, qu'est la maladie de Pick? Merci beaucoup, Luc, pour cette question. Moi, ce que je pense, c'est que le véritable coupable, c'est la protéine tau dans une certaine conformation. Que cette conformation va être dictée par toute une série de modifications post-traductionnelles, de la phosphorylation et également d'autres modifications, pas une seule. Cette conformation va conduire entre autres à l'agrégation de la protéine. Mais sans doute que ce qui est toxique, c'est avant que ce soit agrégé, effectivement. On sait d'études pathologiques que la protéine s'agrège au départ dans une cellule vivante, et qu'à un moment donné, la cellule va mourir suite à avoir trop de protéines toxiques ou trop de protéines agrégées. Il n'est pas clair quel est le mécanisme pathologique réellement responsable. Maintenant, dans un discours plus orienté vers les cliniciens, l'imagerie de la protéine tau nous montre des agrégats de cette protéine extracellulaires. Le traceur ne pénètre que très peu en intracellulaire, et donc ce qui est appelé un pré-tangle, donc un agrégat dans la cellule, nous ne le voyons pas. Et donc c'est ça ce que je vais appeler le tueur, c'est ce que je peux observer chez la personne qui est en vie, l'être humain vivant. Après, quand on cherche des nouveaux traitements, qu'on est au niveau fondamental, au niveau du biochimiste, on peut se dire qu'à un moment donné, il y a des espèces qui sont toxiques, qu'on va aller emprisonner dans un agrégat de manière telle à en réduire la toxicité. Il n'empêche que cet agrégat signe qu'il y a des protéines toxiques, et donc le fait de le voir nous permet de nous dire qu'il y a un problème qui doit être visé. Tout dépend si à un moment donné on veut prédire qu'il va développer des symptômes, suivre la gravité d'une maladie, ou développer un mécanisme pour interagir sur le médicament. C'est le concepteur du médicament versus le concepteur de l'essai clinique. Pour avoir un nouveau médicament en pratique clinique, il faut que les deux se réunissent. C'est le fondamentaliste qui nous parle depuis Lille, ou c'est le clinicien qui est l'habit que j'ai en tout cas revêtu aujourd'hui. Merci Bernard. Peut-être juste, je mettrai de la metformine dans le bureau. Ça rejoint la première question. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais faire un commentaire par rapport à la prédominance féminine. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les maladies inflammatoires chroniques, et finalement l'Alzheimer est une forme de maladie inflammatoire chronique,
sont tout à fait prédominantes chez les femmes, que ce soit la bronchite chronique obstructive, que ce soit la mucoviscidose, que ce soit les maladies auto-immunes aussi. Et en fait, c'est en rapport avec l'inflammation principalement, et vraisemblablement davantage avec des gènes sur le chromosome X qu'avec les hormones. Donc en fait, c'est ce que l'on constate aujourd'hui, en particulier dans les voies du toll-like récepteur 4 et du toll-like récepteur 7. Et donc je pense que cette altération plus rapide chez la femme, y compris des aspects cognitifs, est probablement imputable au caractère chronique de l'inflammation dans l'Alzheimer. Merci pour ce commentaire qui me fait rebondir. La manière la plus facile de dissocier les effets hormonaux des effets liés au chromosome, c'est de regarder la prévalence de ces pathologies chez les femmes pré-ménopausées. Nous n'avons pas vraiment accès à cette population parce que les pathologies, elles n'existent pratiquement pas. Et si elles existent, c'est des mutations autosomal dominantes qui ont leur physiopathologie bien déterminée, en fait. Ce qui peut néanmoins être fait dans nos populations qui sont donc à 99% ménopausées, c'est de regarder les interventions hormonales qui ont eu lieu. C'est la manière d'essayer d'approcher cette question. Mais vous avez sans doute raison qu'une partie de l'explication n'est pas dans les hormones et est vraiment génétique. Ça rejoint aussi la question de Jean-Pierre Millon, de dire si c'est polygénétique, il y a sans doute un certain nombre de ces gènes qui sont sur le chromosome X. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce niveau-là. Merci beaucoup pour cet exposé et toutes les autres questions qui sont nombreuses.